Bonjour à toutes et à tous, ici Grégory Bourg. Aujourd'hui on va voir ensemble comment les lois anti-discrimination, qu'on pourrait caricaturer comme gauchistes, vont provoquer des délocalisations dans le futur. C'est-à-dire que les usines qui sont en France, les entreprises qui sont en France ou même situées dans d'autres pays appliquant ces lois, vont être soumises à une telle pression qu'elles vont devoir délocaliser pour continuer à rester compétitifs face à des entreprises étrangères, notamment en Asie, qui elles ne sont pas du tout soumises aux mêmes lois, aux mêmes restrictions. Alors d'abord, pourquoi est-ce qu'on trouve des lois anti-discrimination dans nos sociétés? Donc quand on mélange les peuples, quand on pratique le cosmopolitisme, quand on fait cohabiter dans une même société différents peuples, alors on crée de l'instabilité. C'est-à-dire que les communautés se groupent entre elles et il y a possiblement des conflits, notamment quand il y a un problème de ressources, quand il y a des famines, quand il y a des troubles graves, les gens ont tendance à se regrouper sur eux-mêmes. Et pour faire tenir cet ensemble cosmopolite, les lois doivent être adaptées et on doit diffuser une culture générale et judiciaire qui soit laïque et anti-discriminatoire. Puisque vous pensez bien que si les gens commencent à discriminer comme ils le veulent, toute la société cosmopolite s'effondre en fait, parce qu'il n'y a plus de lien euh, qui relie tout le monde. Donc ce lien-là, actuellement, ce sont ces lois et cette idéologie, donc égalitariste, droit de l'homiste. Donc une telle société ne peut pas supporter de discrimination, sinon ça signifierait son effondrement. Et c'est donc la raison de la présence de toutes ces lois anti-discrimination, donc qu'on trouve dans l'Occident principalement, et même quasiment seulement. Et aujourd'hui, je vais me focaliser sur les entreprises pour voir quel impact ces lois ont actuellement dans la réalité en 2021 et vont avoir dans le futur. Et je vais commencer donc par vous partager une nouvelle trouvée ici dans le monde, où en fait l'entreprise américaine Tesla, donc qui fabrique des voitures électriques, a été condamnée à payer, écoutez bien, 137 millions de dollars, donc ça fait environ 100 millions d'euros, à un ancien employé victime de racisme au sein de l'une de ses usines. Le plaignant a affirmé que, malgré ses plaintes à la hiérarchie, l'entreprise n'a rien fait pour mettre fin au racisme qu'il a subi entre 2015 et 2016, donc 2 ans, sur un site industriel californien. Et l'article nous dit que voilà, c'est un jury californien qui a condamné l'entreprise à donc 137 millions de dollars de dommages et intérêts. L'employé, donc Owen Diaz, a travaillé comme opérateur de monte-charge entre juin 2015 et juillet 2016 dans l'usine du constructeur de véhicules électriques de Fremont, en Californie, où il a essuyé des insultes racistes et un environnement de travail hostile, selon des documents judiciaires. Voilà donc une amende absolument énorme, ça correspond environ à 2000 voitures Tesla. Pour vous donner une idée, 137 millions de dollars pour simplement avoir eu des insultes pendant 2 ans. Donc on parle pas du tout d'agression, de séquestration, d'enlèvement, de viol, de meurtre, non, on parle de mots qui ont été prononcés. Et ces mots, parce qu'ils sont en contradiction évidemment, alors déjà c'est pas des mots élégants, c'est vrai, mais c'est surtout que ces mots, voilà, constituent une discrimination, et donc, pour marquer le coup, pour faire des exemples, la justice californienne, donc la Californie est un état démocrate, a décidé de faire un exemple de ce cas-là. Donc on assiste vraiment à une radicalisation de la justice sur ces questions de loi anti-discrimination. On voit que il suffit qu'il y ait une mauvaise ambiance dans un endroit, il suffit que voilà, des employés se laissent aller, voire il suffit que quelqu'un invente des fausses accusations, et on peut se retrouver avec quelqu'un qui à la fin empoche des millions et des millions de dollars simplement pour une plainte qui a été déposée. Aucune entreprise ne pourrait survivre à plusieurs cas comme ça, plusieurs amendes qui seraient prononcées à leur encontre si ça venait à se répéter. Et quelques jours après cette décision folle, donc Tesla a annoncé qu'ils allaient déménager leur siège de la Silicon Valley, donc en Californie, au Texas. Voilà. Donc là, le patron de Tesla, Elon Musk, a annoncé
le jeudi 7 octobre que le siège du constructeur de véhicules électriques, actuellement basé à Palo Alto, en Californie, allait être déplacé à Austin, au Texas, où le groupe construit actuellement une nouvelle usine. Donc on voit que l'entreprise avait même anticipé un peu cette espèce de ce harcèlement, cette persécution qu'ils allaient être victimes en construisant d'abord une usine au Texas, au cas où celle en fait en Californie devienne totalement en faillite, simplement à cause du montant des amendes ou à cause des autres lois de ce type qui allaient être enforcées là-haut. Donc là on a un exemple clair d'entreprise qui délocalise. Alors pour le coup c'est d'un état vers un autre état au sein d'un même pays, mais voilà, il y a quand même un changement, c'est quand même un signe fort. Les entreprises ne font pas de politique, Tesla ne va pas chercher à renverser la justice, etc. Ils doivent suivre la loi, mais par contre, ce qu'ils font en général, c'est quand ils sont excédés par le harcèlement judiciaire, évidemment, ils s'en vont et ils laissent des emplois sur le carreau. Donc c'est évidemment bien fait pour les États qui ont cherché en fait à pousser dehors l'entreprise. Et de toute façon, une entreprise n'a pas d'autre choix que de déménager, elle ne peut pas changer les lois. La seule solution, c'est la délocalisation. Le deuxième exemple que j'ai à vous présenter, c'est l'Afrique du Sud, où a été voté en 98 l'Employment Equity Act, qui en fait vise à, selon lui, prévenir la discrimination au sein de l'entreprise. Ça a été complété par un amendement en 2013. Et en fait, ce qu'il y a en Afrique du Sud, c'est que les entreprises sont notées via des organismes privés sur leur composition salariale. Et en fait, le but, c'est d'avoir autant d'employés d'origine européenne que d'employés d'origine africaine. Enfin, autant selon les quotas qui ont été définis. Hein. Donc en fait, vous ne pouvez pas en Afrique du Sud avoir une entreprise qui est composée à 100% d'employés d'origine européenne, puisque sinon vous allez être pénalisé, vous n'allez pas avoir accès au marché public, vous allez prendre des amendes, et vous allez être hors la loi en fait. Les entreprises en Afrique du Sud n'ont pas le pouvoir de choisir qui ils veulent, il y a des quotas à respecter. Donc là par exemple on a un article en 2018 de travailleurs blancs qui protestaient contre les discriminations en Afrique du Sud, puisqu'évidemment quand vous commencez à mettre en place ce genre de système discriminatoire, eh bien c'est toute une culture qui se met en place, qui dit que voilà, les employés blancs sont avantagés, donc forcément ils doivent travailler plus, ils doivent payer plus de taxes, ils doivent avoir moins d'avantages. Donc là on est vraiment dans les modes d'action les plus extrémistes en termes de respect de ces lois égalitaristes, puisqu'en fait on force l'entreprise à embaucher des gens. Concernant la situation en France, il y a aussi des lois anti-discrimination, donc qui sont compilées sur le site du défenseur des droits, de la défenseur des droits, il faut tout dire maintenant, où en fait on liste 25 types de discrimination dans l'entreprise. En fait, ce sont donc les critères sur lesquels une entreprise ne doit pas pouvoir discriminer ses employés à l'embauche. Alors évidemment, ces critères sont loin d'être respectés dans la pratique, puisque ça serait un peu inapplicable quand même, mais il y a quand même des cas, on va voir après, où la justice a condamné les entreprises à payer des amendes parce que les critères n'ont pas été respectés. Alors on va passer en revue rapidement les critères, et essayez un peu de vous mettre à la place d'un DRH, essayez de vous mettre à la place d'un chef d'entreprise qui cherche des gens compétents pour un poste, par exemple un poste de technicien, de maintenance de machines industrielles, et qui voit passer les candidats devant lui, mais il a l'interdiction de discriminer ces candidats-là. On peut aussi penser notamment à la garde républicaine. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais en fait la garde républicaine, c'est voilà cette unité un peu d'élite montée de gendarmerie qui sert à protéger le président de la République. Alors quand on regarde la composition de la garde républicaine, vous voyez, eh bien on peut se demander si le DRH de
de cette unité a vraiment respecté les 25 critères de discrimination. Puisque ces 25 critères sont l'âge. Par exemple, un employé qui est trop vieux, vous ne pouvez pas l'accepter. Donc là, vous imaginez quelqu'un de 60 ans qui veut s'engager pour la garde républicaine, bah, je pense qu'il va être trop vieux. Le sexe. Vous ne pouvez pas discriminer selon le genre. On a vu, il n'y avait que des hommes qui étaient à cheval. L'origine. Donc on ne sait pas vraiment de quelle origine on parle, mais on suppose que c'est l'origine ethnique, hein, par exemple des parents, des grands-parents. L'appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée à une ethnie, une nation ou une prétendue race. Donc là c'est un peu compliqué cette formulation, mais en gros ça veut dire voilà à quoi vous ressemblez, quelle est votre ethnie biologique. Donc là c'est pareil, on a l'impression que au niveau de la garde républicaine, il y a très peu de candidatures de personnes maghrébines ou africaines, hein, puisqu'on a vu qu'il y avait en fait que des phénotypes 100% gaulois. Grossesse. Donc évidemment vous ne pouvez pas discriminer les femmes enceintes. État de santé. Donc là c'est pareil, on imagine que si jamais vous faites des crises d'épilepsie tous les mois et que vous tombez dans les pommes, voilà, peut-être que ça peut poser un problème, hein, si jamais vous devez être sur un cheval et le piloter, quoi. Hein. Donc on imagine aussi que le DRH de la garde républicaine discrimine par rapport à l'état de santé des recrues. Handicap, voilà, tout le monde comprend les implications. Caractéristiques génétiques. Alors ça je connaissais pas, mais voilà, je pense que apparemment selon votre biologie, vous ne pouvez pas être discriminé. Je vois pas trop quelle est l'application concrète, mais bon, en tout cas ça existe. Orientation sexuelle, identité de genre, opinion politique. Voilà, donc apparemment on n'a pas le droit de vous discriminer selon vos opinions politiques, quelles qu'elles soient. Activité syndicale, opinion philosophique, croyance ou appartenance ou non-appartenance vraie ou supposée à une religion déterminée. Donc en gros, si vous êtes musulman, si vous êtes bouddhiste, on n'a pas le droit de vous discriminer. Donc là je remets l'image de la garde républicaine. À votre avis, combien est-ce qu'il y a de musulmans dans cette unité, sachant qu'en France il y a environ 15% de musulmans? Bah moi je m'attends à ce qu'il y ait 15% aussi de musulmans dans cette unité. Voilà. Peut-être qu'il y a un plan pour remédier à cela. Je sais pas, je suis pas au courant. Ensuite, situation de famille, apparence physique. Et là, comme exemple, c'est cité, on m'a refusé un emploi parce que je suis obèse. Voilà, donc si vous pesez 200 kilos, eh bien n'hésitez pas à postuler pour la garde républicaine, vous serez bien accueilli. Même si vous êtes plus lourd que votre cheval, il n'y a aucun souci, vous ne pouvez pas être discriminé, c'est interdit par la loi. Votre nom, évidemment, vos mœurs, on m'a refusé un emploi parce que je suis fumeur. Lieu de résidence, perte d'autonomie, particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, domiciliation bancaire. J'ai trouvé aussi un article du Monde, hein, donc de mars 2021, où en fait l'entreprise BNP Paribas, la banque, a été condamnée pour discrimination liée à l'origine arabe ou maghrébine d'un cadre. Alors je vais vous détailler quand même l'article parce que c'est assez surprenant. Conseiller en gestion de patrimoine, le plaignant était resté au même poste durant 10 ans. Après ce jugement, la banque se réserve le droit d'un pourvoi en cassation. 10 années au même poste chez BNP Paribas à Évian, en Haute-Savoie, et au bout, l'employeur qui déclare aux syndicalistes venus plaider la cause de ce salarié que mieux vaudrait qu'il aille voir ailleurs que BNP Paribas s'il veut évoluer, selon le témoignage d'une déléguée du personnel. Le parcours de MB, depuis son embauche en 2006, comme conseiller en banque privée, poste dénommé à l'époque conseiller en gestion de patrimoine, jusqu'à son départ en 2016, lui a laissé un goût amer. Le cadre a nommé cette stagnation discrimination. Donc là on voit clairement un premier abus de ces lois qui en fait à l'origine ont un bon sentiment a priori, qui est de ne laisser sur le côté personne, et bien en fait il y a des gens qui vont en abuser et qui vont utiliser ça pour extorquer de l'argent, voire prendre des revanches sur leur employeur.
Donc voilà, si jamais vous décidez de ne pas faire avancer quelqu'un en raison de ses compétences ou simplement parce que vous lui faites pas confiance, hein, c'est pas forcément lié à des diplômes. Souvent les juges disent ah oui mais il avait des diplômes donc il était compétent donc il aurait dû monter. Oui. Sauf que ces gens n'ont jamais travaillé de leur vie dans des vraies entreprises et ils ne savent pas que il n'y a pas que le diplôme qui compte, voire c'est ce qui compte le moins possible. Ce qui est important aussi, c'est la confiance que vous faites à vos collaborateurs et l'énergie que eux-mêmes investissent. Et en fait, voilà, la relation, simplement, c'est de l'humain. Et en fait, ces gens-là, ces lois sont en train de légiférer sur de l'humain. Donc je poursuis la lecture. La Cour d'appel de Paris vient de lui donner raison en condamnant le 16 février la banque d'un monde qui change à lui verser 50 000 € de dommages et intérêts en réparation de l'entier préjudice subi du fait de la discrimination à raison de son origine arabe ou maghrébine. Le juge requalifie aussi en licenciement nul sa prise d'acte de rupture du contrat de travail, ce qui entraîne une condamnation de 130 000 € au total. Et là on voit que l'employé déclare « Mon chef ne voulait clairement pas me garder à la fin de ma période d'essai, il était raciste », indique MB. La BNP dément cette affirmation. Donc là c'est pareil, c'est parole contre parole, on n'a rien pour prouver ce qui a été dit ou pas. On ne connaît pas les détails de cette affaire non plus, donc on ne sait pas vraiment ce qui a été dit, ce qui s'est passé. En tout cas, toujours est-il que voilà, on ne parle pas d'agression, de séquestration, de violence, on parle simplement, même pas de paroles en fait qui ont été enregistrées ou que l'accusé confirme. On parle simplement de quelqu'un qui n'a pas eu la place qu'il comptait avoir, la promotion. Donc ça veut dire que si demain vous refusez des promotions à des gens qui sont protégés par ces 25 critères de discrimination, vous allez théoriquement pouvoir être attaqué pour discrimination. Et donc en plus de devoir gérer vos défis quotidiens, ce que vous avez à faire, la concurrence impitoyable qui règne entre les entreprises du monde, eh bien vous allez devoir justifier auprès de la justice quasiment chacune de vos promotions. En disant pourquoi lui et pas elle, pourquoi elle et pas lui, comment ça se fait que lui n'a pas été promu alors que ça fait 15 ans qu'il travaille chez vous, il devrait être un employé fiable et reconnu avec de l'expérience, et pourtant vous avez pris quelqu'un de nouveau à la place pour être recadre, pourquoi, etc. Donc vous allez perdre une énergie et un temps fou à devoir, et en plus de l'argent, à devoir justifier vos décisions managériales, qui ont lieu au sein d'une entité privée. Et qui n'entraîne aucune violence, on ne parle pas de pénal, on ne parle pas de coups, de viol, de crachats, on ne parle pas de ce qui se passe chaque jour dans les rues de France, et d'ailleurs pour lesquels la justice est beaucoup plus clémente, on parle simplement de décisions de management au sein d'entreprises privées. Et on voit que la justice, et que les lois, enfin la justice exécute les lois, c'est pas elle qui a fait les lois, mais en tout cas qu'il y a des lois qui sont faites pour gérer votre entreprise à l'intérieur et vous interdire de faire ce que bon vous semble. Autre article, voilà, la SNCF condamnée à verser plus de 40 000 € à un salarié pour des raisons de discrimination en raison de son origine. Dans sa décision du 23 mai et dont l'AFP a eu connaissance mardi, le Conseil relève que ce salarié embauché en 2002 n'a pas eu l'avancement qu'il pouvait escompter. Donc là c'est pareil, on a de la frustration à cause d'une stagnation dans sa carrière qui s'est converti en accusation. Et donc ce salarié a fait l'objet d'une agression de la part de 2 collègues et il a subi sur une longue période des propos blessants et dégradants. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. Et on note que les mesures prises par l'employeur sont insuffisantes pour atténuer un climat propice à des propos offensants, estiment les prud'hommes. Donc là c'est pareil, en tant qu'employeur maintenant vous allez devoir faire la police et contrôler au niveau de la loi française ce qui est légal ou pas, ce qui est répréhensible ou pas. Sinon, un salarié pourra comme ça décider de vous attaquer au prud'homme pour des propos qui ont été tenus ou pas d'ailleurs, et vous allez devoir vous justifier. Et comme c'est impossible évidemment d'enregistrer chaque conversation, non seulement c'est pas moral, mais en plus là vous seriez attaqué en justice pour espionnage et tracking de vos salariés, eh bien vous avez aucun moyen de démêler le vrai du faux. Autre article, Le Monde. L'Assemblée nationale vote des quotas pour imposer plus de femmes dans les directions d'entreprise. La proposition de loi, défendue par la députée LRM de l'Essonne Marie-Pierre Rexin, est adoptée à l'unanimité, doit désormais être transmise au Sénat. L'article 7 de cette proposition de loi appelle les entreprises de plus de 1000 salariés à une proportion d'au moins 30% de femmes
chez les cadres dirigeants et membres des instances dirigeantes en 2027 et de 40% en 2030. Donc évidemment avec des sanctions à la clé. Donc là, il y a une loi qui va vous dire, vous devez en gros avoir la moitié de femmes parmi vos cadres dirigeants d'ici 2030, sinon on va vous mettre des amendes qui vont être assez salées. Et voilà, on voit même qu'il y a des, pour certains députés, c'est pas assez. Marie-Noëlle Battistel aurait aimé aller plus vite et plus loin, tout comme Mathilde Panot, qui aurait préféré un texte plus ambitieux. Donc on voit que même si ce sont des chiffres qui sont énormes, c'est pas assez. Et il y avait déjà eu, il y a 10 ans, une loi, Copé-Zimmermann, qui imposait 40% de femmes dans les conseils d'administration des entreprises. Donc là c'est pareil, on a une volonté de la part des législateurs de façonner votre démographie salariale, de vous dire comment vous devez recruter, qui vous devez recruter. Alors là d'ailleurs j'aimerais m'arrêter 2 secondes quand même sur ces lois qui imposent des femmes dans certains domaines. Pourquoi est-ce que le législateur s'est arrêté au conseil d'administration et aux cadres dirigeants? Pourquoi est-ce que les contrôleurs SNCF ne sont pas concernés par un quota de femmes? Pourquoi est-ce que la police n'est pas concernée? Pourquoi est-ce que les marins-pêcheurs ne sont pas concernés? Pourquoi est-ce que les salariés du BTP ne sont pas concernés? Et pourquoi la garde républicaine, encore une fois, j'y reviens, n'est pas concernée? Pourquoi est-ce que tous les métiers qui, je pense, en fait, ne sont pas concernés parce qu'ils sont difficiles, ne sont pas concernés et donc vont encore subir des discriminations? Est-ce que ça veut dire que le législateur pense qu'il y a certains métiers où les quotas de femmes sont applicables et d'autres métiers où les quotas de femmes ne sont pas applicables? Mais pourquoi? Voilà. Est-ce que ces législateurs auraient peut-être des préjugés par rapport aux métiers que les femmes et les hommes peuvent occuper? Combien de femmes, combien de jeunes issus des quartiers populaires vont se faire refuser leur entrée à la garde républicaine simplement à cause de leur origine ou de leur sexe? Ce sont des questions à se poser. Pourquoi est-ce que l'État, en fait, force sa politique et son idéologie sur les entreprises, en les menaçant d'amende si jamais elles n'obéissent pas, alors qu'il ne montre même pas l'exemple? Si jamais l'État était convaincu de par cette idéologie en fait égalitariste, alors il devrait le premier appliquer cela et embaucher à l'Élysée dans les ministères, dans les corps d'armée d'élite, ce type de quota pour montrer que voilà, maintenant c'est comme ça que ça se passe et pour montrer que ça fonctionne. Alors que là non, l'État décide d'une idéologie et il dit c'est les entreprises privées qui vont devoir tester le truc. On va voir si ça marche ou pas. Et à eux de montrer l'exemple. Comme ça leur permet de dire, vous voyez, ce n'est pas que de l'idéologie, on agit aussi, on force les entreprises à mettre en place ces choses-là. Oui, mais sauf que eux-mêmes ne le font pas. Donc vous voyez, c'est facile de dire à l'entreprise, de les menacer, d'appliquer ce genre de loi, sachant que eux-mêmes ne font aucun effort. Donc après avoir passé en revue ces quelques cas donc de décisions de justice et de loi, donc on constate que ces lois existent et qu'il y a encore un potentiel de radicalisation, c'est-à-dire par des quotas. Alors la mise en place de ces quotas en France en particulier n'est pas vraiment probable, je pense, puisque la République se fonde quand même sur la non-reconnaissance des ethnies et des races. Et donc si demain on vient à mettre des quotas de telle ou telle ethnie, alors déjà au vu de la population en France, il faudrait qu'il y ait un quota pour chaque ethnie de la Terre. Vous seriez, je sais pas moi, 5% de Marocains, mais il faudrait 0,1% de personnes de Mongolie. Enfin, vous voyez, chaque ethnie devrait avoir son petit quota. Et donc en fait, ça supposerait que le pays reconnaisse l'existence de ces ethnies. Donc je pense pas que ce soit probable. Mais par contre, on peut assister à une sorte de judiciarisation encore plus grande de tous ces cas de discrimination et surtout à une étendue des critères de discrimination. Et si vous êtes DRH, ne pensez pas que vous ne discriminez pas, puisqu'en fait, vous pouvez vous dire actuellement, non mais nous on ne discrimine pas par rapport aux origines ethniques, aux religions, pas de ça chez nous. Alors vous pourriez être dans un cas où en fait, votre localisation vous protège de ces candidatures-là.
Ça, c'est un cas que je retrouve souvent, c'est qu'en fait, les gens se pensent à l'abri de par leur localisation. Mais si demain l'État vient à changer la population démographique de votre environnement, eh bien vous serez soumis au même type de candidature que dans les grandes villes, par exemple. Et ensuite, si jamais ce type de loi, évidemment, s'applique de plus en plus et est vraiment contrôlé, vous pourriez avoir des dénonciations qui, en fait, diraient, ah bah, regardez, dans cette entreprise-là, bizarrement, il y a très peu de personnes d'origine maghrébine. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il n'y aurait pas une discrimination cachée? Et donc, il pourrait y avoir une enquête qui serait diligentée par l'État ou par un organisme de contrôle et qui dirait, voilà, il faudra quand même faire un effort, ou alors qui vous soumettrait à des tests, par exemple avec des faux CV, pour voir si vous discriminez par rapport au prénom ou alors au lieu de résidence. Mais surtout, si vous appliquez vraiment à la lettre ces 25 critères de discrimination. Et on voit que c'est très loin d'être le cas, notamment dans les corps officiels. Eh bien, vous ne pourrez discriminer que par rapport au diplôme, voire peut-être à l'expérience. Mais en fait, vous voyez, si demain il y a si jamais vous avez un poste de soudeur dans un atelier de soudure où il fait 40 degrés, avec un travail très physique, et que demain vous avez deux CV, un CV habituel pour ce type de poste et un deuxième CV d'une femme transsexuelle de 55 ans, avec une religion exotique, qui a un mal de dos chronique, qui est attesté par plusieurs arrêts de travail, qui est syndiqué, qui vote à l'extrême gauche, eh bien théoriquement, cette personne, vous devrez la considérer tout autant qu'un autre profil plutôt traditionnel, on va dire. Et sinon, vous pourrez être accusé de discrimination. Donc ne pensez pas que vous êtes à l'abri simplement parce que vous pensez que chez vous, il n'y a pas de ça. Peut-être d'abord qu'il n'y a pas de ça, puisque vous n'êtes pas soumis au cas où le candidat se présente, puisque vous habitez ou vous êtes situé dans une zone, on va dire, préservée. Et en plus de ça, vous n'avez pas encore mesuré l'ampleur et les niveaux de détail et les niveaux d'application que ces lois peuvent entraîner. Et je peux vous assurer que si demain l'État contrôlait vraiment et faisait un vrai audit sur tous les 25 critères de discrimination qui sont listés, mais vous ne trouveriez pas une seule entreprise qui les respecte tous, puisque toutes les entreprises discriminent leurs candidats à l'embauche. Et discriminer, ça veut dire quoi? Ça veut dire choisir. Ça veut dire l'entreprise embauche la personne qui lui semble être la plus rentable, la plus efficace pour faire le travail qu'on va lui confier. Et forcément, l'entreprise ne peut pas tester chaque personne pendant 5 ans, chaque candidat pendant 5 ans. Vous imaginez bien, quand vous avez un poste et qu'il y a 100 personnes qui postulent, eh bien vous n'allez pas embaucher les 100 pour une période d'essai de 5 ans et ensuite garder qu'une seule personne, la meilleure. Vous êtes obligé de faire un choix en anticipation. Et ce choix-là, si jamais ces 100 personnes ont un diplôme égal et une expérience plutôt égale, eh bien vous allez devoir les discriminer. Or là, avec ces lois socialistes, on est en train de criminaliser le fait de choisir quelqu'un par rapport à un autre, selon une liste de critères qui d'ailleurs pourrait être amenée évidemment à grossir dans le futur. Pourquoi ne pas empêcher les discriminations sur les gens qui ne se lavent pas, par exemple, donc qui sentent mauvais, ou qui ne prennent pas soin de leur apparence, qui s'habillent mal, avec des habits troués et tachés, etc. Vous voyez, on peut vraiment ajouter des critères comme ça à l'infini, et à la fin de la fin, le seul critère vraiment qui n'est pas contestable, c'est le diplôme. C'est-à-dire que, en fait, l'État socialiste est en train de créer un système communiste, une économie communiste, où c'est l'État lui-même qui décide, via les diplômes officiels, quelle personne doit être embauchée où. Puisqu'au final, même l'expérience, on pourra vous dire que comment est-ce que vous osez juger que une entreprise constitue une mauvaise expérience par rapport à une autre. Si demain vous cherchez un ingénieur informaticien et vous avez un profil qui a travaillé chez IBM et l'autre chez une petite boîte locale à la campagne avec 5 employés, eh bien pourquoi est-ce que vous décidez comme ça de discriminer la personne qui a travaillé à la campagne?
Vous voyez, ça aussi, ça pourrait être un critère de discrimination, l'expérience passée. Puisque le député socialiste pourrait vous dire: «Mais comment est-ce que vous pouvez savoir que cet employé est meilleur que l'autre, simplement par son expérience?» Bah, vous pouvez pas en fait. Et donc à la fin, on retombe sur le diplôme officiel de l'État. Et là où ça va coincer évidemment, c'est quand vous allez avoir, 300 personnes qui vont, heu, vouloir candidater pour un seul poste et que ces 300 personnes auront le même diplôme. Alors là, ça va être très compliqué de prouver qu'on n'a fait aucune discrimination sur tous les critères de discrimination et qu'on s'est basé simplement sur quoi? À part le diplôme? Vous voyez? Au final, la question c'est sur quels critères est-ce qu'une entreprise peut se baser, à part le diplôme, pour choisir un candidat? Moi, c'est vraiment ça la question ouverte que je pose à tous ces députés, à tous ces sénateurs. Quels sont les critères sur lesquels une entreprise peut se baser pour choisir un candidat quand elle a 100 personnes qui veulent un seul poste? Est-ce qu'on pourrait avoir la liste des critères, s'il vous plaît? Donc, en petit résumé, quels vont être les impacts sur vous en tant qu'entreprise? Quel va être l'impact de ces lois? Alors vous allez devenir, je l'ai déjà dit, des policiers, hein. Vous allez devoir contrôler que les lois de la République ou que les lois de l'État dans lequel vous êtes s'appliquent chez vous. Sinon, vous avez un risque que l'employé se tourne vers les prud'hommes, se tourne vers les tribunaux, et ensuite qu'il y ait une enquête qui soit demandée par la justice, et ensuite vous allez devoir vous-même prouver qu'il y a eu ou il n'y a pas eu tel fait. Et donc ça va consommer de l'énergie, du temps, vous allez devoir embaucher pourquoi pas des gens spéciaux simplement pour faire des enquêtes chez vous, hein. Donc il y a une sorte de climat de suspicion, de climat policier qui va être installé au sein de votre organisation, ce qui va être mauvais évidemment pour l'ambiance de travail. Vous allez aussi devenir des assistantes sociales, puisque si jamais demain l'État vous dit que voilà, vous devez embaucher 5% de réfugiés dans votre entreprise, sinon il y a une amende. En fait, c'est quoi qui se passe? C'est que l'État ne veut pas s'occuper de ces gens-là, n'arrive pas à les intégrer et délègue l'intégration, il délègue ses plans euh, de vision égalitariste et sociale à des entreprises privées. Donc ce sera à vous de les intégrer, de de les payer, de les former, etc. Tout est délégué en fait au système privé. Vous allez aussi devenir des médiateurs, puisque si vous n'arrivez pas à discriminer euh, les gens que vous embauchez, ça veut dire que bah, vous faites à partir de la population que l'État a importée dans le pays où vous êtes. Et donc si jamais il y a des troubles communautaires, si jamais il y a des tensions au sein de la société normale, ce qui peut toujours arriver, hein, regardez l'histoire du Liban, euh, même peut-être le Brésil, il y a toujours des tensions et des problèmes communautaires qui peuvent se créer dans les pays multiconfessionnels, multiethniques. Et ça, c'est pas de votre faute. Eh bien, l'État vous force à importer ces problèmes-là au sein de votre entreprise. Et ça sera à vous de devoir les gérer. Donc pendant que les Chinois vont investir dans leur usine 4.0, de mettre des robots partout, de vraiment, voilà, quand les cadres dirigeants chinois vont pouvoir vraiment se focaliser sur comment améliorer la productivité pour vraiment défoncer la concurrence, eh bien vous, vous allez être en France et vous allez passer votre vie à faire des médiations entre la cellule Intel qui veut une salle de prière dans l'entreprise, entre tel salarié qui se dit discriminé parce qu'il n'arrive pas à obtenir de promotion, entre le quota de femmes qui n'a pas été respecté dans votre système de direction, entre les enquêteurs qui vont venir chez vous pour savoir si éventuellement il y a eu 2 phrases mal interprétées qui ont été prononcées il y a 5 ans, entre tous les gens qui n'ont pas été pris pour le poste que vous avez ouvert, parce qu'en fait il y avait simplement trop de candidats, et donc il y en a la moitié qui vont vous accuser de discrimination. Donc tout ça c'est du temps perdu, c'est des heures perdues, et en plus il y a des députés qui voudraient mettre en place une sorte de name and shame, hein, c'est-à-dire d'afficher comme ça les entreprises qui ont été condamnées. Puisqu'évidemment, ça vous fait une mauvaise réputation, ce genre de gros titres dans la presse, et potentiellement, ça vous fait perdre des marchés publics, ça vous fait perdre des clients. Voire, ça incite d'autres employés ou d'autres candidats
à venir chez vous simplement parce qu'ils savent que ils vont pouvoir utiliser cette histoire-là pour recréer de nouvelles histoires pour extorquer encore plus d'argent. Vous voyez, donc l'entreprise devient une sorte de mine à amende, de mine à préjudice moraux, et tous les prétextes vont être bons pour lui soutirer un maximum d'argent. On peut aussi imaginer des médiations entre les salariés, puisque si un salarié qui touche 100 000 euros de dommages et intérêts pour une fausse discrimination ou une vraie discrimination qu'il a subie, eh bien ça va faire évidemment des jaloux au sein d'entreprise. Et les autres vont se dire mais pourquoi est-ce que c'est toujours les mêmes qui bénéficient de ces sommes-là? Pourquoi est-ce qu'au final je m'investirais à 100% quand l'autre ne fait rien et simplement pour une histoire de discrimination il arrive à toucher 5 ans de salaire? Ce genre de loi est vraiment terrible pour l'ambiance au sein de votre entreprise. Et tout ça en fait c'est un choix perdant-perdant pour vous, puisque si jamais vous discriminez à l'embauche pour en fait sauver votre activité, eh bien vous allez être condamné et persécuté par l'État. Et si jamais vous appliquez à la lettre les lois et les directives, eh bien vous allez importer au sein de votre entreprise les faiblesses et les fractures de la société française et vous allez en subir les conséquences. Et en fait, l'État vous demande donc, comme dit, de gérer les problèmes que lui-même ne sait pas gérer, ou plutôt qu'il gère en déversant des milliards d'euros, par exemple de subventions et d'allocations, qui sont simplement versés pour obtenir la paix. Sauf que vous êtes dans un système concurrentiel et vous ne pouvez pas simplement vous endetter sur 50 ans pour verser des allocations à tout le monde. Donc vous êtes vraiment pris dans un choix, voilà, où quoi que vous fassiez, vous allez soit perdre en argent, soit perdre en réputation, perdre en énergie, perdre en temps précieux. Alors comment vont réagir les entreprises face à ça, face à cette persécution judiciaire? Alors déjà, ce qu'elles pourraient faire, c'est arrêter de promouvoir cette culture woke, voilà, d'ouverture, d'égalité, qu'on voit notamment dans les pubs pour les produits qu'elles vendent, puisque évidemment, on voit que après elles subissent le contre-coup de cela. Et ensuite, évidemment, les entreprises vont être poussées vers la délocalisation, puisque ces amendes, cette pression, et même plus encore cette impossibilité à constituer une équipe sur des critères que vous avez définis vous-même, c'est-à-dire que là, c'est l'État qui dit et qui vous oblige à embaucher certaines personnes, eh bien, vous n'allez pas pouvoir organiser votre production de la manière que vous souhaitez, et vous êtes dans un État qui est pire qu'un État communiste. Et donc la seule porte de sortie, évidemment, ça sera une délocalisation. Ça sera quitter cet enfer législatif qui vous persécute, qui vous rend non rentable. Puisque tout ça, évidemment, ce sont des surcoûts. Si jamais vous avez une équipe qui fonctionne mal, avec des gens qui ne sont pas productifs, des gens qui ont des conflits tout le temps, plus des procès, des amendes, eh bien vous allez perdre en compétitivité par rapport à vos concurrents. Et donc le même produit fabriqué en France ou au Vietnam, eh bien va coûter en France 5 fois plus cher, peut-être, puisque vous allez devoir financer toute cette politique socialiste. Et donc si on fait les comptes à la fin, et si vous présentez votre compte de résultat à vos actionnaires, ils vont voir la rentabilité des deux usines et ils vont dire quoi? Ils vont dire fermez l'usine en France et ouvrez-en une deuxième au Vietnam. Pourquoi est-ce que vous compliquez la vie à vouloir vous battre contre un système qui vous persécute et qui ne veut pas de vous? Normalement, un État devrait faire tout son possible pour attirer les entrepreneurs, parce que ce sont eux qui créent la richesse, qui créent l'innovation, qui embauchent les gens, qui versent les salaires. Pourquoi est-ce que vous chercheriez en tant qu'entreprise à vous battre contre des politiciens qui veulent vous faire fuir en fait? C'est pas un souci. Allez dans les pays qui eux vous accueillent, qui vous ouvrent les bras et qui veulent simplement vous laisser travailler. On ne parle pas là de faire des trucs illégaux, des opérations cachées. On parle simplement d'être libre, de travailler, d'embaucher qui on veut, d'organiser ses process comme on veut, avec qui on veut. Et le pire, c'est qu'on pourrait même avoir des cas où les entreprises déménagent, par exemple au Maghreb, malgré qu'elles se soient fait condamner pour des discriminations par rapport à des personnes d'origine maghrébine en France. Puisque le coût du travail est tellement élevé en France et la pression judiciaire est tellement élevée qu'ils seraient beaucoup plus tranquilles
au Maghreb et ils auraient une vraie rentabilité, hein, parce qu'ils pourraient payer les gens moins cher et ils n'auraient pas du tout toutes ces lois. Ils auraient une société qui soit homogène, mono-religieuse, donc c'est quelque part un environnement beaucoup plus tranquille, beaucoup plus sain pour entreprendre. Donc en fait, grâce à la magie socialiste, on a au départ une volonté de ne pas discriminer les Maghrébins, et ce qui fait que les entreprises vont déménager et délocaliser au Maghreb, parce qu'elles vont être plus tranquilles là-haut pour faire leurs activités. Voilà, donc les gens doivent être conscients, là je parle des habitants des pays, que les lois que leurs députés votent vont avoir un impact, puisque comme dit, les entreprises ne vont pas se battre avec les députés pour changer la loi, elles vont simplement partir, et partir avec la richesse. Et donc vous risquez de perdre votre emploi parce que simplement votre pays n'est plus rentable pour une usine. Donc ces lois vont avoir un impact réel, hein. Et voilà, après je pense que ces lois vont quand même arriver, que les entreprises vont partir et que les gens vont quand même rester en France à se demander mais pourquoi est-ce que les entreprises délocalisent, on ne comprend pas, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est les taxes. Non, non, il n'y a pas que les taxes, il y a aussi l'environnement de travail, hein. S'il y a des taxes élevées mais que vous avez vraiment un environnement parfait pour entreprendre, les entreprises restent. Le problème, c'est que quand vous avez ni l'un ni l'autre, il n'y a aucune raison de rester. Donc il ne faudra pas s'étonner le jour où toutes les grandes boîtes auront quitté la France parce qu'elles ne pourront plus simplement y travailler sereinement. Voilà, le rêve socialo-cosmopolite risque de coûter très cher, hein. La facture va être très salée quand on a des idées qui sont décorrélées de la réalité empirique et qu'on veut simplement financer un projet de société qui n'a jamais été testé et qui est utopique, eh bien, on va avoir des coûts qui vont être très très élevés euh, et que d'ailleurs, c'est pas forcément nous qui allons les payer, ça va être nos enfants, nos petits-enfants. Donc ça, c'est voilà un message que j'aimerais qui soit entendu par les générations futures dans 20, 30, 40 ans. Si on cherche à comprendre pourquoi est-ce que toutes les entreprises se sont barrées de France, eh bien qu'on se rappelle qu'à une époque, il y a un État, il y a des députés qui ont mis en place toutes ces lois qui ont favorisé le départ de ces entreprises. Voilà, merci de m'avoir écouté, c'était Grégory Book, et je vous dis à bientôt. Ciao.